Réseau Santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui, dans chaque province, a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant aux francophones déjà établis, Réseau Santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. 116 sur 82, totalement normal. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et d'essayer de comprendre un langage médical dans une autre langue, c'est encore plus difficile. C'est vraiment un choix personnel. J'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à un médecin que je comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois ils ont déjà un dossier médical en français et évidemment je peux le consulter et ce n'est pas nécessairement le cas de certains de mes collègues. Et grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnel de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Et par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos, c'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Bonjour et bienvenue au webinaire sur la santé des femmes. Ce mois-ci, novembre 2015, on parle de la ménopause. Ça suit une série qui a commencé avec le cycle menstruel et la contraception. C'est présenté en partenariat avec Réseau Femmes et Réseau Santé. Je m'appelle Vanessa Nicolo-Toulouse. Je suis une gynécologue obstétricienne qui travaille à Vancouver et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par définir quelques termes clés et puis après on va entrer dans le vif du sujet en parlant des symptômes, des options de traitement et aussi des controverses autour des traitements de la ménopause. La ménopause, c'est dans la plupart des cas une transition naturelle. Il s'agit du passage de l'âge de la reproduction avec des cycles menstruels réguliers à la fin des menstruations et la fin de l'ovulation. L'espérance de vie a augmenté grâce entre autres aux moyens de la santé et à la médecine préventive. De nos jours, les femmes vivent un tiers de leur vie en postménopause. C'est donc important, en parlant de ménopause, de considérer la qualité de vie et la prévention de certaines maladies. Commençons par quelques définitions. La préménopause correspond au stade de la reproduction à partir de la puberté. La périménopause est un terme utilisé pour définir les années de transition à la ménopause. Les menstruations sont irrégulières et certains symptômes de la ménopause peuvent apparaître. Cela commence vers la mi-quarantaine et dure quelques années jusqu'à la ménopause. La ménopause correspond à l'arrêt permanent des menstruations. Ceci est diagnostiqué après l'absence de règles pendant 12 mois consécutifs. Le mot ménopause vient du grec. Méno signifie règle et pause signifie évidemment arrêt. Il s'agit de la fin de la période reproductive de la femme. La post-ménopause représente donc toutes les années qui suivent. L'âge moyen de la ménopause est de 51 ans et demi. 95% des femmes sont en ménopause entre l'âge de 45 ans et 55 ans.
Si la ménopause arrive à un âge précoce ou à un âge tardif, cela peut avoir des répercussions sur la santé de la femme. La ménopause prématurée est définie comme étant la ménopause chez les femmes de moins de 40 ans. Cela touche 1% des femmes. Les répercussions sur leur santé globale sont beaucoup plus sérieuses et donc leur prise en charge et leur traitement sont différents. Chaque femme est unique et son expérience de la ménopause l'est aussi. 10% des femmes n'auront aucun symptôme. Pour celles qui ont des symptômes, leur fréquence et leur sévérité varient grandement. Certains changements sont directement attribuables à l'arrêt du fonctionnement des ovaires, d'autres sont un effet du vieillissement tout simplement. En tant que gynécologue, le symptôme de la ménopause que je vois le plus souvent est celui des cycles menstruels irréguliers. Au début de la périménopause, les cycles sont souvent plus courts et donc plus fréquents. L'absence d'ovulation donne lieu à des saignements irréguliers et parfois des saignements abondants. Lorsque la ménopause approche, les cycles deviennent plus longs, les saignements sont plus légers et moins fréquents. Quand on parle de ménopause, on pense surtout aux symptômes vasomoteurs. Ce sont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Elles sont généralement associées à des troubles de sommeil, comme elles réveillent les femmes en pleine nuit. Le manque de sommeil entraîne fatigue, irritabilité, troubles d'humeur et difficultés de concentration. C'est une période de vulnérabilité et une dépression chez une femme peut être aggravée. La baisse de production d'œstrogène entraîne un assèchement et un amincissement des parois du vagin et de la vessie. La sécheresse vaginale est un problème commun qu'on voit en postménopause. Les symptômes associés sont des démangeaisons, une sensation de brûlure vaginale et parfois de la douleur durant les rapports sexuels. Au niveau de la vessie et de l'urètre, il y a davantage d'incontinence. Les fluctuations du niveau d'œstrogène peuvent aussi causer des maux de tête et des douleurs à la poitrine. À long terme, la baisse d'œstrogène affecte l'épaisseur et l'élasticité de la peau. La peau devient donc plus sèche et les rides sont plus prononcées. Avec la ménopause, on s'attend à une légère prise de poids, qui est bénéfique pour la santé de la femme. Une prise de poids de 2 à 4 kg est courante. Les cellules adipeuses sont les cellules graisseuses du corps. Elles produisent de l'œstrogène et peuvent atténuer certains symptômes. Lors du premier webinaire sur le cycle menstruel, on a parlé du nombre d'ovocytes d'une femme au cours de sa vie. Ce nombre diminue au cours de sa vie, soit par ovulation, soit par autodestruction des ovocytes. Vers l'âge de la ménopause, il y a une perte accélérée des follicules et il reste finalement environ 1000 ovocytes. Ceux-ci ne fonctionnent pas bien. Ils ne peuvent donc pas être ovulés. La fin de l'ovulation est accompagnée par des changements hormonaux. L'hormone folliculostimulante, la FSH, augmente. La FSH recrute davantage de follicules dans l'ovaire. Ces follicules contiennent chacun un ovocyte et ces follicules produisent de l'œstrogène. Cela explique pourquoi, lors de la transition de la ménopause, on voit d'abord une augmentation de l'œstrogène et quand il ne reste plus de follicules et d'ovocytes, l'œstrogène diminue. C'est l'augmentation puis la baisse d'œstrogène qui sont responsables de la plupart des symptômes de la ménopause. La baisse d'œstrogène est de 80%, car dans le corps, il y a d'autres sources d'œstrogène. Pendant la postménopause, les ovaires ne produisent plus d'œstrogène, mais les glandes surrénales et le tissu graisseux continuent d'en produire. Avec l'arrêt de l'ovulation, la progestérone diminue et la testostérone aussi. Ce schéma nous rappelle les hormones du cycle menstruel. Vous pouvez constater que pendant la périménopause, les taux d'hormones sont irréguliers, et avec la postménopause, les taux sont bas et stables. Il n'existe pas de test fiable pour diagnostiquer la ménopause. On se contente d'un diagnostic clinique et rétrospectif. Une femme est en ménopause après 12 mois d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de menstruation pendant 12 mois de suite. Le niveau de FSH peut parfois être utile. S'il est de plus de 40, il indique la fin de la fonction ovarienne. S'il est normal, cela ne veut rien dire, car le niveau de FSH est variable pendant la périménopause. Parlons des cycles menstruels irréguliers plus en détail. Bien que ce soit normal d'avoir des saignements irréguliers, il arrive que cela devienne problématique. Les saignements imprévisibles peuvent affecter la qualité de vie de la femme. Les saignements abondants peuvent créer des anémies sévères. Aussi, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies. En effet, est-ce que le saignement est dû aux changements hormonaux de la périménopause ou est-ce à cause d'un fibrome, d'un polype, d'une hyperplasie ou d'un cancer de l'utérus? Il est important de consulter un médecin si vous avez des saignements irréguliers afin de s'assurer qu'il n'y a pas de cellules précancéreuses ou cancéreuses. Lors des cycles menstruels irréguliers, il peut y avoir une ovulation de temps en temps. C'est pour cela qu'on recommande l'usage de moyens de contraception jusqu'à la ménopause. De nos jours, il existe beaucoup d'options. C'est même possible de continuer de prendre la pilule contraceptive pour une femme non fumeuse et en santé.
Par ailleurs, si une femme dans la quarantaine désire tomber enceinte, elle aura sans doute plus de difficultés, comme il y a moins d'ovulation. Les femmes de cet âge ont souvent recours à la procréation assistée. Les bouffées de chaleur représentent un problème de régulation de la température corporelle. Elles sont ressenties d'abord au thorax, puis montent au cou et au visage. Leur durée varie de quelques secondes à quelques minutes. Leur fréquence et intensité varient d'une femme à l'autre. 60 à 80% des femmes en ressentent. Près du quart de ces femmes consultent un professionnel de la santé à ce sujet. La plupart des femmes auront des symptômes vasomoteurs pendant moins de 2 ans. 15% des femmes ont des bouffées de chaleur pendant plus de 15 ans. Les sueurs nocturnes se présentent avec une sudation importante de tout le corps pendant la nuit. Elles peuvent interrompre le sommeil. On ne connaît pas le mécanisme exact des bouffées de chaleur. La théorie la plus probable est celle de la perturbation du mécanisme thermorégulateur. La zone de contrôle de la température se situe dans le cerveau, dans l'hypothalamus. Il se pourrait que pendant la périménopause et au début de la postménopause, la zone neutre confortable soit réduite. Le corps réagit donc plus vite au changement de température corporelle. Il existe des facteurs de risque pour les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Les femmes d'origine africaine sont plus symptomatiques et les femmes d'origine asiatique sont les moins symptomatiques. L'obésité, le manque d'exercice, le tabagisme et les climats chauds empirent les symptômes vasomoteurs. La consommation de boissons chaudes, la consommation d'alcool et de plats épicés peuvent provoquer des bouffées de chaleur. Il y a une association entre des symptômes prémenstruels sévères et les bouffées de chaleur. Finalement, après l'ablation des ovaires, 90% des femmes ont des symptômes vasomoteurs. Ils sont plus sévères et plus fréquents. Parfois, les bouffées de chaleur et les sudations nocturnes ne sont pas dues à la ménopause, mais plutôt à d'autres pathologies. En voici quelques exemples. Il y a l'hyperthyroïdie, l'anxiété, les attaques de panique, l'hypertension, un carcinoïde qui est une manifestation hormonale d'un cancer, le déconditionnement physique, certaines tumeurs ou encore des réactions à certains aliments, certains médicaments ou l'alcool. Maintenant, quelles sont les options de traitement pour les symptômes vasomoteurs? Avant tout, il faut considérer et mettre en place de bonnes habitudes de vie. Pour baisser la température corporelle, il suffit parfois d'ajuster la température ambiante et d'ajuster sa tenue vestimentaire comme porter plusieurs couches de vêtements et d'enlever une épaisseur si nécessaire. C'est bon d'éviter de boire trop de boissons chaudes ou trop d'alcool aussi. L'exercice cardiovasculaire et la perte de poids peuvent aider le corps à mieux régler la température et l'abandon du tabagisme serait aussi bénéfique. Lorsqu'on étudie l'effet d'un médicament, on le compare toujours au début avec l'effet placebo. Comme un médicament placebo ne contient pas d'ingrédients actifs, il faut que le médicament testé soit supérieur à l'effet placebo. Dans les études sur le traitement des symptômes vasomoteurs, l'effet placebo est très prononcé car on constate une réduction des bouffées de chaleur de 25%. Plusieurs médicaments sont disponibles en vente libre contre les bouffées de chaleur. Certains sont à base de plantes, comme le simicare à grappes, la valériane et les phytoestrogènes. Ces médicaments ne sont pas plus efficaces que les placebos, donc c'est difficile de les recommander. Aussi, il faut se rappeler que même s'ils sont naturels, ils peuvent avoir des effets secondaires. Les traitements à base d'hormones sont les plus efficaces. Après 4 semaines de traitement, on observe généralement une réduction des bouffées de chaleur de 75%. L'hormonothérapie est recommandée pour les femmes dont les symptômes sont prononcés et la qualité de vie est affectée. La prise d'œstrogène traite les symptômes et le progestatif sert à protéger l'utérus. Sans progestatif, il y aurait un risque de cancer de l'utérus. Les femmes qui n'ont pas d'utérus peuvent donc prendre l'œstrogène seul. Si l'œstrogène est contre-indiqué pour des raisons de santé, on peut prendre le progestatif seul, qui aide aussi à diminuer les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, mais avec moins d'efficacité que l'œstrogène. Lors de la transition de la ménopause, une femme peut prendre un contraceptif oral à faible dose plutôt que l'hormonothérapie classique. Il faut savoir, cependant, que le taux d'hormones du contraceptif est beaucoup plus élevé que le taux d'hormones de l'hormonothérapie. Si l'hormonothérapie est contre-indiquée ou n'est pas souhaitée, il y a des traitements de deuxième ligne. Ils sont moins efficaces que l'hormonothérapie, mais plus efficaces que le placebo. Les antidépresseurs, comme la venlafaxine ou le Prozac, sont souvent prescrits, même chez les femmes qui ne font pas de dépression. La gabapentine diminue les bouffées de chaleur de 50%. L'antihypertenseur clonidine est moins efficace, mais approuvé comme traitement. Il est moins prescrit à cause de ses effets secondaires. Il en va de même pour le Belercal. Il y a plusieurs types d'œstrogènes et de progestatifs disponibles dans l'hormonothérapie classique. Il y a les œstrogènes conjugués, la 17-bêta-estradiol et l'estrone. Parmi les progestatifs, il y a l'acétate-médroxyprogestérone, la progestérone micronisée, le mégestrol,
la norethidione et le lévonorgestrel. Les traitements à base de testostérone ne sont pas disponibles au Canada. L'hormonothérapie peut être donnée par voie orale ou par voie transdermique en utilisant un timbre ou un gel sur la peau. Les médicaments par voie transdermique ne passent pas par le foie et donc ne sont pas métabolisés. Cela réduit les effets indésirables et on peut aussi utiliser une dose plus faible du médicament. L'hormonothérapie peut se prendre de façon cyclique avec une pause ou de façon continue sans pause. La méthode cyclique donne lieu à des saignements réguliers. Il n'y a pas d'avantage, donc la méthode continue est donc préférée. Le professionnel de la santé prescrit toujours la dose efficace la plus faible et pour la plus courte durée possible afin de minimiser l'usage d'hormones. On recommande que le traitement soit de maximum 5 ans. Souvenez-vous que dans bien des cas, les symptômes vasomoteurs disparaissent après 2 ans. Il y a des risques associés avec un usage prolongé des hormones et je vous en parlerai bientôt. Les effets secondaires de l'hormonothérapie sont semblables à ceux de la pilule contraceptive. Il peut y avoir des saignements irréguliers. Et tout saignement après la ménopause doit toujours être considéré anormal et être investigué par un professionnel de la santé à cause du risque de cancer de l'utérus. Il peut y avoir des maux de tête, des douleurs à la poitrine et une prise de poids aussi suite à la prise des hormones. Parlons maintenant des risques associés à la prise de l'hormonothérapie. L'étude la plus connue sur l'hormonothérapie est la WHI, la Women's Health Initiative. C'est une étude clinique randomisée à long terme qui a débuté en 1993 et qui étudiait les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et le cancer du côlon et leur prévention avec entre autres l'hormonothérapie. Voici un tableau datant de 2005 qui résume les risques de l'hormonothérapie sur la santé de la femme. Par exemple, sur 10 000 femmes qui utilisaient un traitement d'estrogène progestatif, on voit qu'il y a 8 cancers du sein supplémentaires. Ce risque est considéré comme rare. Vous avez sûrement entendu parler de l'hormonothérapie bioidentique. Il existe plusieurs définitions. Bioidentique signifie la même molécule. D'après cette définition, le 17-bêta-estradiol et la progestérone micronisée sont bioidentiques. Généralement, lorsqu'on parle d'hormonothérapie bioidentique, on parle plutôt de l'hormonothérapie à composition personnalisée. Elle est préparée en pharmacie, sans réglementation et sa composition est variable. On ne connaît pas son innocuité ou son efficacité car elle n'a pas été étudiée avec la même rigueur que l'hormonothérapie classique. Passons maintenant aux problèmes urogénitaux. Ils représentent un grand pourcentage des consultations que je reçois. La perte d'œstrogène durant la postménopause amincit et assèche les parois du vagin et de la vessie. Cela peut causer plusieurs problèmes comme l'incontinence urinaire, l'irritation urinaire et vaginale, la sécheresse vaginale et de la douleur avec les rapports sexuels. Les symptômes vaginaux peuvent être traités de façon locale. Un hydratant vaginal épaissit la paroi vaginale et ne contient pas d'hormones. Le lubrifiant peut être utilisé lors des rapports sexuels. Finalement, un traitement vaginal avec de l'œstrogène s'avère très efficace. Ce traitement est disponible sous forme de crème, de comprimé ou bien d'un anneau. La crème et le comprimé sont insérés 2 fois par semaine. L'anneau est inséré et changé tous les 3 mois. Comme l'effet est local, il n'y a pas besoin de prendre un progestatif. L'incontinence urinaire est un problème aussi fréquent. On voit surtout de l'incontinence urinaire à l'effort avec perte d'urine lors d'un effort physique, une toux, un rire ou un éternuement. Comme elle est causée par une pression accrue de l'abdomen, on peut la traiter en perdant du poids ou en renforçant les muscles pelviens. La physiothérapie pelvienne aide les femmes à faire des Kegels adéquats. Si ce n'est pas suffisant, on peut avoir recours à un PCR pour davantage de soutien pelvien ou encore à une chirurgie. L'ostéoporose est une maladie associée au vieillissement et exacerbée par la ménopause. Elle est définie par une mesure de la densité de la masse osseuse. Les femmes qui font de l'ostéoporose risquent des fractures, notamment de la colonne vertébrale et de la hanche. Il existe des traitements spécifiques pour l'ostéoporose. L'hormonothérapie n'est plus un traitement de première ligne. Pour prévenir l'ostéoporose, on recommande à toutes les femmes ménopausées de prendre de la vitamine D de façon quotidienne, d'avoir 4 portions de calcium par jour dans leur alimentation et de faire de l'exercice pour renforcer les os. L'exercice de poids de corps, les étirements et les exercices d'équilibre sont particulièrement utiles. Avant la ménopause, l'estrogène protège la femme et améliore sa santé cardiovasculaire. Après la ménopause, la femme a les mêmes risques cardiovasculaires que l'homme. D'ailleurs, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité chez les femmes. Beaucoup de facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont modifiables. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut avoir un poids santé, une alimentation saine avec des portions raisonnables, en évitant les sucres simples et les gras saturés. Il faut faire de l'exercice cardiovasculaire régulièrement. Un mode de vie sain, c'est aussi abandonner le tabagisme et limiter sa consommation d'alcool.
Avant la ménopause, le poids que prennent les femmes est réparti sous la taille en forme de poire. Durant la transition de la ménopause, les femmes prennent généralement de 2 à 4 kg. Ce poids est réparti autour de la taille en forme de pomme, comme le poids que prennent les hommes. En effet, après la ménopause, le gras accumulé est abdominal, ce qui en soi est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. C'est pour cela que la prévention et le mode de vie sont si importants. Voici les 3 messages principaux de cette présentation sur la ménopause. Premièrement, les symptômes de la ménopause varient d'une femme à l'autre, donc il faut traiter chaque femme individuellement. Deuxièmement, le mode de vie est très important pour prévenir et traiter de nombreuses conditions. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour bien faire. Finalement, l'hormonothérapie est très efficace, mais elle a des risques. C'est pour cela que l'hormonothérapie est réservée aux femmes qui ont des symptômes sévères et dont la qualité de vie est affectée. Voici les références que j'ai consultées pour préparer ce webinaire. Je vous recommande les sites web suivants. Maménopause.ca est canadien et disponible en français. Ménopause.org est seulement en anglais, mais il s'agit d'une ressource excellente. L'application Ménopro est également très bien conçue. Voilà qui termine le webinaire sur la ménopause. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à m'écrire par l'intermédiaire de Réseau Femmes. Aussi, je serai disponible le 4 décembre lors de l'atelier sur la ménopause pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Rendez-vous en janvier pour le prochain webinaire. Au revoir.